j'ai le très grand plaisir, l'honneur d'accueillir Nicole Notat qui va nous rejoindre à la tribune. Bonjour Nicole, asseyez-vous donc entre nous deux. Alors, avec Nicole Notat, on ne présente pas Nicole Notat. On ne présente pas Nicole Notat. Vous savez quel a été son rôle éminent dans l'histoire du syndicalisme français, secrétaire général de la CFDT, présidente aujourd'hui de Vigéo, Eris. Elle travaille donc sur toutes les thématiques de RSE, développement durable, d'investissement socialement responsable qui sont au cœur, la raison d'être même de l'ORS. Voilà, on a eu bien des occasions de travailler ensemble à l'ORS, à Transparency également, avec Nicole Notat et son équipe de Vigéo. La CFDT est membre de l'ORS depuis l'origine. Lorsqu'on a créé l'ORS en juin 2000, les trois grandes confédérations nationales ont choisi de rejoindre l'ORS et de soutenir l'ORS dans son projet, la CFDT, la CGT et la Confédération Générale des Cadres. Et ces trois grandes organisations sont toujours là, à notre conseil, avec des responsabilités éminentes, un poste de vice-président, un poste de trésorier qui a été occupé par notre collègue Jean-Frédéric Dreyfus depuis 10 ans maintenant. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment important pour l'ORS, et j'ajoute à titre personnel au moment où je passe le relais à Hélène pour moi que Nicole Notat ait accepté de partager avec nous l'heure qui vient autour. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses avec Nicole Notat, mais évidemment, on a choisi d'échanger, de dialoguer avec elle sur le rapport Nicole Notat, Jean-Dominique Sénard, sur l'objet social de l'entreprise. On pourrait dire aussi l'entreprise et l'intérêt général, ou l'entreprise et le bien commun. Comment le moment est-il venu de traduire dans notre droit cette réalité de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société? Si on répond par l'affirmative, comment le faire? Comment le faire dans un climat de consensus, d'adhésion des acteurs? Voilà, le rapport Notat-Sénard, mais on n'est pas à la conclusion, ça marquera une date dans l'histoire de la RSE. On le sait déjà, même si la traduction législative n'est pas encore là. Voilà, donc merci infiniment, chère Nicole. Je crois que c'est Hélène qui va lancer le débat et vous poser la première question. Ah bon? Merci, oui, c'est comme ça, absolument. Merci en tout cas beaucoup, Nicole, d'être avec nous ce soir. C'est aussi important pour moi que tu sois là parce que je vis un grand moment de passation et tu m'as beaucoup inspiré sur tous les sujets à la fois de RSE et d'engagement et de conviction qu'il y a derrière tout ça. Donc merci beaucoup de ta présence. Alors la première question que nous avions envie de te poser avec Daniel, c'est au fond, l'ORS a 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la maturité, on va dire. Quel est le regard que tu portes sur ces 18 dernières années et comment on pourrait synthétiser les principales avancées de la RSE sur cette période? Ça marche là? Oui, je pense. Ça marche. Ouais. Bien, bonjour à vous toutes et tous. Je vais répondre à la question d'Hélène, mais préalablement, je voudrais aussi vous dire que c'est avec un peu d'émotion que je suis là ce soir, que j'ai accepté vraiment avec beaucoup de bonheur de venir dans ce moment que vous avez en effet, Daniel, qualifié de moment historique.
Daniel, on se connaît, vous avez raison, depuis que finalement j'ai créé Vigéo. Et ce qui m'a beaucoup marqué chez vous, c'est que vous avez de la conviction, ça, il en faut pour agir comme vous l'avez fait, mais surtout aussi une grande détermination et continuité partout où vous avez été sur ces sujets en question. C'est-à-dire que je vous considère, moi, comme étant un vrai précurseur de ce qui a pu s'initier, se développer en France sur la RSE. Je ne vais pas développer tout ce que vous avez accompli, il y en aurait trop à dire, mais en tout cas, je souhaitais vraiment vous saluer à ce titre-là et vous dire combien effectivement vous avez inspiré beaucoup de monde dans toutes les initiatives que vous avez prises. C'est un moment historique aussi parce que c'est toutes les organisations qui changent quand il y a des grands dirigeants ne réussissent pas toujours leur coup. C'est pas facile d'assurer une continuité, c'est pas facile de le faire dans des conditions qui vont, je crois, garantir à ce que cette institution qui est l'ORS garde sa feuille de route, se rénove sans doute un peu parce que les styles sont toujours différents quand on change les responsables, mais en tout cas, je pense que Hélène, que j'ai eu l'occasion aussi de connaître et d'apprécier beaucoup dans ses responsabilités, saura aussi, me semble-t-il, être une grande dirigeante de l'ORS. Alors, j'en viens quand même à la question. La question en 18 ans, qu'est-ce qui a changé? Tout. Alors, vous savez, il y a des gens qui peuvent penser que les choses ne vont pas assez vite, et c'est vrai, on en est parfois, considérer que ça ne va pas assez vite. Mais enfin, quand on se retourne, qu'on voit là où on en était à l'époque et là où on en est maintenant, incontestablement, il y a eu des avancées significatives que je voudrais résumer en quelques mots. Les premières avancées, d'abord, c'est que au début des années 2000, il faut reconnaître que l'initiative française d'obliger les entreprises à rendre compte de leurs performances extra-financières a été un levier fantastique de sensibilisation. En clair, on pouvait toujours raconter des belles histoires dans un rapport, c'était ce qui se passait dans les premiers rapports de développement durable, mais enfin, on ne peut pas éternellement raconter des histoires si on n'a rien à dire. Et donc, à un moment donné, les entreprises ont bien compris qu'il fallait savoir au nom de quoi elles voulaient faire de la reddition, donc préciser leurs engagements, préciser leurs politiques. Et quand vous regardez, faites ce travail, les rapports de l'époque de 2002-2003 et les rapports maintenant, effectivement, ça n'a plus rien à voir et on peut rien qu'avec ça mesurer la maturité de la prise de conscience des entreprises parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il y a pour moi une deuxième avancée notoire, c'est que dans la réalisation de cet objectif, il pouvait y avoir tout simplement une bonne organisation pour rassembler ce qui étaient déjà les actions que les entreprises effectuaient aux différents niveaux, mettre ça en bien les structurer, etc. Je crois que ce qui m'est apparu le moment le plus important, c'est ce que j'appelle le moment où il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic dans la tête de certains dirigeants qui ont considéré, c'est des dirigeants éclairés, heureusement, il en existe, qui ont considéré que derrière ces concepts, il n'y avait pas seulement une affaire de rendre compte, il n'y avait pas seulement une affaire, je dirais, de réputation parce que les sujets devenaient sensibles, la société civile avait l'œil rivé sur les multinationales, les entreprises cotées en particulier, qu'il valait mieux qu'elles préviennent de potentielles controverses. On sait que parfois les crises et les controverses, ça fait aussi avancer les choses. Mais c'est ceux qui ont compris que derrière ces concepts, en fait, et c'est ce que l'on a très honnêtement repris dans le rapport avec Jean-Dominique Sénard, on n'a rien inventé, c'est que les entreprises y voyaient finalement un enjeu d'attractivité, un enjeu d'innovation et finalement un enjeu de compétitivité. Et donc un enjeu business. On n'est pas dans la bonne action. Au début, la RSE, on pouvait se dire, c'est du mécénat. La RSE, ça relève des bonnes actions, ça relève des fondations. Certains pays ont durablement continué à considérer que la RSE relevait de ce genre de choses. Mais ceux qui vraiment, alors,
ont été confrontés, a fortiori dans des secteurs qui étaient très bousculés du point de vue de ce qui se passait dans le monde, dans leur écosystème, dans les défis qu'elles rencontraient. Ceux qui ont pris de ce point de vue les choses à bras-le-corps ont incontestablement progressé plus rapidement que les autres, et on le voit en particulier dans les notations qui sont les leurs. Le troisième élément que je veux signaler dans ce qui a beaucoup changé, c'est que les institutions internationales, les institutions européennes, tous ceux qui se sont de près ou de loin intéressés à ces thématiques diverses, pensons aux droits de l'homme, pensons aux devoirs de vigilance, pensons a fortiori au changement climatique, ont créé depuis, on va dire, 5-6 ans, un nombre de rapports, un nombre de recommandations, un nombre de principes qui étaient censés guider les entreprises dans des bons comportements ou dans des comportements responsables, traduit aussi quelque chose qui n'existait, pour dire presque pas, à l'exception des conventions de l'OIT, à l'exception des premiers principes de l'OCDE, mais là aussi on a connu un grand foisonnement. Le dernier point que je veux citer, c'est l'Union européenne. Non seulement parce qu'en 2015, elle a, avec la directive, obligé aussi le rapport dans toute l'Europe, mais là, avec le haut comité qui s'est installé pour faire des recommandations de haut niveau pour une finance verte et durable, qui a tout de suite donné lieu, quand je dis tout de suite, j'ai jamais vu ça dans l'Union européenne, 3 semaines après, la Commission faisait déjà un plan d'action et faisait déjà des propositions législatives qui avaient vocation à justement promouvoir, enfin je vous épargne la liste des décisions, mais en tout cas, où là l'idée était que l'Union européenne prenne la mesure, prenne le lead dans le monde d'une certaine conception, non pas seulement on était habitué à l'Europe sociale, mais aussi à une finance responsable. Voilà, je m'arrête, mais enfin, tout ça montre qu'il y a eu incontestablement des choses importantes qui se sont passées, que le mouvement est irréversible. Évidemment, tout ça est hétérogène. Évidemment, tout le monde n'avance pas avec la même conviction et avec la même vitesse, mais en tout cas, le mouvement est là. Si je peux ajouter un point, Nicole, à ce que vous venez de dire. La RSE est un des sujets, il n'y en a pas tellement en France, qui est plutôt un pays de conflits idéologiques en particulier, mais c'est un des sujets où on a vu des acteurs publics, privés, associatifs, le monde académique, se retrouver, se réunir. Grenelle de l'environnement 2007, j'animais l'atelier entreprise et RSE. Et autour de la table, il y avait déjà toutes les parties prenantes intéressées, comme on dit. Hein. Je garde le souvenir d'échanges, de débats entre des acteurs du monde de l'entreprise, du MEDEF, de la FEP, de la CGPME, qui rencontraient pour la première fois, pour parler de ce sujet, des ONG, des chercheurs. Bon, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble là-dessus. En 2012, c'est la même dynamique, si je puis dire. On prend l'initiative, on fait une lettre au Premier ministre qui est co-signée par le MEDEF, par les principaux syndicats, par plusieurs grandes ONG, des universitaires, là encore. Et on dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, on aimerait bien, sous votre autorité autour de vous, que se constitue une plateforme nationale de tous les acteurs. Parce qu'on a envie de parler entre nous pour faire avancer la RSE en France. Bon, c'est pas si fréquent. Et cette dynamique, elle est toujours là. Il y a des moments de friction, hein. Ça se passe pas toujours tout seul, n'est-ce pas, ma chère Hélène, au sein de la plateforme nationale. Mais il y a cette volonté de, je pense à une formule qui est chère à Charles Benoît-Sick, qui est avec nous, co-construire le bien commun. Co-construire le bien commun. On a tous une responsabilité et on est prêt à l'exercer avec les autres, pas contre les autres, mais
avec les autres. Et on a retrouvé cet état d'esprit, me semble-t-il, en 2015 à la COP21. C'était un moment extraordinaire. Au Grand Palais, les entreprises qui étaient là et le monde de la finance. Je rappelle que tous les acteurs du monde de la finance avaient accepté. Belle réussite de l'or, c'est de son club finance. On avait un stand commun, la finance française en appui de la lutte contre le dérèglement climatique. On s'était mis tous ensemble, les banques, les compagnies d'assurance, la gestion d'actifs, etc. C'est pas non plus là toujours la règle. Voilà. Je voulais dire aussi qu'il y a toute cette dynamique-là. Alors, l'interaction entre la RSE comme thématique et une volonté d'agir ensemble, au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Alors, permettez-moi quelques petits compléments, parce que vous avez dit évidemment tous les deux beaucoup de choses. Ouais, je voudrais tout de même en rajouter rapidement 3. La première, c'est au cours de ces dernières années l'apparition d'une nouvelle fonction dans l'entreprise. On le dit peu souvent, mais la fonction à la fois de direction de développement durable ou de RSE qui fait naître une autre forme de leadership qui repose justement sur une sorte de militantisme interne, militantisme intégré et qui pousse de l'intérieur la transformation. Et j'observe avec beaucoup d'attention ces mouvements parce que je pense que ça peut aboutir effectivement sur des qualités de transformation, de nouvelles directions données qui sont importantes à observer dans le temps. Ça, c'est ma première remarque. La seconde, elle porte sur la suite de ce que tu disais, Nicole, c'est-à-dire, au fond, cette prise en compte de la RSE comme un sujet et un levier d'attractivité, un levier d'innovation, donc un levier de business. Et le cran d'après, il me semble, c'est un levier de transformation des modèles économiques, de transformation d'un modèle dont on sait qu'il n'est plus viable au regard d'un certain nombre d'enjeux, et notamment celui que vous citez, Daniel, du climat, et que du coup, tout est à réinventer pour sortir d'un mode de production, de consommation extrêmement linéaire et pour inventer quelque chose d'autre qui ressemble plus à de l'économie circulaire et qui va chercher des systèmes de prix différents et qui reposent sur le pricing des externalités négatives de l'activité d'une entreprise. Ça, c'est mon deuxième point. Et le troisième que je renifle avec à la fois beaucoup de bonheur et là aussi beaucoup d'attention, c'est que tout ce mouvement de la RSE correspond à la quête de sens qui est très forte dans la société et notamment dans la société française aujourd'hui, que l'on retrouve dans la jeune génération qui arrive dans nos entreprises et qui montre bien que on ne peut plus travailler comme avant. Donc ça réinterroge véritablement la valeur travail à l'intérieur de l'entreprise et ça conduit celle-ci à se positionner davantage sur le lien entre sa propre réalité et ce à quoi elle contribue à l'extérieur, et ça passe par du mécénat de compétences, ça passe par toutes ces innovations que vous connaissez, mais la rencontre là, elle est assez neuve et elle est portée par la jeune génération qui est en train d'arriver. Alors, oui. On va peut-être en venir voilà. au rapport Notas-Sénard. Nicole, en quelques mots. Alors, il y a beaucoup d'expressions, de concepts dans le rapport qui d'ores et déjà sont passés dans le débat public et sont accueillis, à mon avis, avec beaucoup d'intérêt. Peut-être pourriez-vous nous préciser les choses, nous rappeler d'abord quelle était la mission qui vous était impartie, et puis préciser quelques mots. L'objet social élargi, l'entreprise à mission, et alors surtout ce mot que moi je trouve admirable, que j'ai tendance à utiliser maintenant chaque jour, la raison d'être de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur... Vous imaginez que ça a fait l'objet de beaucoup de contributions au débat, de beaucoup de questions entre nous. D'abord, la mission, vous la connaissez. Hein. La mission, il nous était demandé de dire dans la réalité du monde d'aujourd'hui, dans
ce que la France pouvait faire pour être elle-même en situation de leader, peut-être, pour donner une nouvelle vision de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il serait utile de faire, de mettre en avant, y compris jusqu'à proposer, le cas échéant, si nous considérions que c'était utile, de changer le code civil. Donc nous avons travaillé avec cet état d'esprit, honnêtement, sans a priori de départ, entre Jean-Dominique et moi, considérant que, bon, le code civil, fallait-il pas, on a beaucoup travaillé avec des juristes et des professeurs de droit pour être sûr que, voilà, on n'allait pas ouvrir là une boîte de Pandore. Ce qui, je crois, a été tout à fait marquant dans tout ce qu'on a fait, on a auditionné plus de 200 personnes, mais je ne redis pas ce que je viens de dire, c'est l'idée que finalement, ce débat était mûr et les attentes étaient nombreuses. À part quelques personnes qui nous ont vraiment incité, surtout ne touchez pas au code civil, vous allez ouvrir une boîte de Pandore, la grande majorité mettait en évidence le décalage de ce qu'était le code civil aujourd'hui par rapport à ce que sont déjà les pratiques dont on vient de parler. Et pour rappel, le code civil dit que les associés donc se forment une société dont ils reçoivent les bénéfices et dont ils assument les pertes. Au passage, à l'époque, c'était une grande innovation. Et finalement, la compréhension de ce qu'est la société, on ne parle pas d'entreprise dans le code civil, revient à dire l'entreprise doit être alignée sur ses associés, c'est-à-dire alignée sur ses actionnaires et ses investisseurs. Et là, le caractère décalé de cette lecture-là était évident de par tous ceux qui venaient nous parler qu'ils étaient déjà bien loin de cette compréhension et loin d'eux et de tous, je crois, l'idée de négliger les actionnaires ou les investisseurs. Les gens ne sont pas fous. La seconde ligne de force, je crois qu'on a entendu, c'est qu'on a eu quelques sondages, quelques études qualitatives qui nous ont été présentées pour montrer combien, mais ça ne va pas vous étonner, et surtout quand il s'agit de grandes entreprises, il y avait dans la société d'aujourd'hui je dis un peu, de défiance par rapport à l'entreprise et surtout par rapport à la grande entreprise. Et il nous est apparu que tout ça était un frein pour la modernisation de l'économie, un frein pour la mobilisation des acteurs et des citoyens, et qu'il était nécessaire d'entendre ça pour justement tenter, modestement, mais tenter de poser des jalons qui seraient des jalons pour renouer, ou en tout cas réduire cette défiance et renouer une relation de confiance. Hélène a parlé de sens, mais dans ses enquêtes d'opinion, ceci est très fort, en particulier chez les jeunes. Je ne redis pas l'autre point qui était de dire on ne fait pas ça, c'est pas de la morale qu'on engage, on a entendu ça je ne sais pas combien de fois, c'est pas de la morale, c'est pas de la bonne action, c'est vraiment quelque chose qui doit trouver sa place dans la stratégie, et c'est parce qu'on le conçoit comme ça qu'on peut en tirer tout le bénéfice, nous, entreprises, les parties prenantes, dès lors qu'il y a bien sûr un lien entre l'entreprise et les parties prenantes dans ce socle-là, et, disait-il même, y compris à terme des actionnaires qui sont des actionnaires eux aussi éclairés, qui sont capables de raisonner sur le long terme plutôt que sur le court terme. Là encore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les actionnaires et tous les investisseurs ne sont pas aujourd'hui imprégnés de logique de long terme, ça se saurait, et on a d'ailleurs relevé dans le rapport quelques pratiques pour le moins étonnantes que l'on a conseillé de réduire. Je pense par exemple aux prêts d'actions au moment d'une assemblée générale. Enfin, c'est juste hors entendement, mais bon, mais ça existe. Voilà, donc ça, c'était vraiment des choses qui étaient très fortes et qui nous ont amené tout simplement à dire, bon, écoutez, il y a suffisamment de réalité, il y a suffisamment de dynamique qui est lancée, il y a suffisamment de pratiques qui démontrent que nous ne sommes plus dans la lettre du Code civil, qu'il faut donc écrire dans le Code civil que l'entreprise, certes, est toujours la société au service de ses actionnaires, mais qu'elle doit donc prendre en considération, nous avons pesé les mots et ciselé les mots, prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Si vous le voulez, je vous expliquerai pourquoi nous n'avons pas nommé les parties prenantes à cet endroit-là, parce que les aspects juridiques auraient été pour le coup beaucoup plus problématiques. Et puis est arrivée à ce moment-là l'idée d'un certain nombre de gens qu'on a entendus qui revendiquaient
de pouvoir aller plus loin que cette seule possibilité qu'on ouvrait dans le Code civil, en disant nous sommes tout à fait à l'aise avec cette définition, mais nous voulons même aller plus loin, et à l'image de ce qui se passe aux États-Unis avec les bicorps, pour ceux qui connaissent, nous voulons que nos statuts intègrent, pas seulement tout ce qui est dans les statuts de chaque société aujourd'hui, mais intègrent également la mission qui est la nôtre, la raison d'être de l'entreprise, de notre entreprise, et une raison d'être qui va engager les actionnaires, puisque si c'est dans les statuts, ça doit être voté aux 2/3 dans l'Assemblée générale, engager les actionnaires qui, du coup, vont être informés que cette entreprise, oui, elle fait du business. Je veux lever une ambiguïté. Beaucoup de gens ont pensé que les gens qui voulaient faire de l'entreprise à mission ou à objet social étendu étaient moyennement à l'aise avec le business. Pas du tout. Ils considèrent au contraire que c'est en étant attentifs à leurs impacts sociétaux, à leurs impacts environnementaux et en caractérisant leur société comme étant ceci leur boussole, alors ils allaient même trouver de nouvelles parts d'innovation et de marché et que ce serait bénéfique. À ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas permettre, ça c'est optionnel, on a donc écrit dans un article, oui, les entreprises qui veulent avancer dans ce sens-là, il n'y a pas de raison de les freiner, on leur en donne la possibilité, et c'est elles-mêmes qui ont demandé qu'on modifie leur système de gouvernance. Une gouvernance traditionnelle, vous avez un conseil d'administration ou de surveillance, classiquement. Là, il disait, nous avons un conseil d'administration classique, mais nous voulons aussi un comité des parties prenantes, qui est un comité des parties prenantes qui est complètement intégré à la gouvernance. Il n'est pas dans le conseil d'administration, il est aux côtés du conseil d'administration, mais de la même façon que le conseil d'administration fait son rapport classique que vous connaissez, le comité des parties prenantes fait lui aussi son rapport pour dire quoi ? Pour dire, nous allons vous expliquer, nous allons rendre compte du fait de savoir si l'entreprise qui a écrit telle raison d'être, qui a écrit telle mission qui a été la sienne, la tenait vraiment. Ça va loin, parce que dans certains cas, en tout cas c'est comme ça aux États-Unis, si dans les parties prenantes, pour le moment, tout le monde cherche à que ça marche, tout ça, donc on retrouve assez facilement le consensus. Et s'il y a une partie prenante qui dit « Ah non, moi mes intérêts n'ont pas été bien compris », qu'est-ce qu'elle peut faire ? Eh bien, elle peut aller en justice. Bon, là, nous, on était moyennement... la judiciarisation de tout ça n'était pas tellement notre truc, mais enfin, on n'a pas écrit ça comme ça, nous, dans les conditions, mais en tout cas, il faut savoir que c'est ça, y compris la logique aux États-Unis. S'ajoute à ça la nécessité d'un label, s'ajoute à ça la nécessité de rendre aussi, bien sûr, compte de ses impacts sociaux et environnementaux. Donc voilà, l'entreprise à mission, c'est ça. L'entreprise à objet social étendu, c'est la même chose avec un autre mot. On a choisi entreprise à mission parce que les gens qui venaient parlaient beaucoup plus d'entreprise à mission et qu'il y avait dans objet social, aujourd'hui l'objet social a été réduit vraiment à sa plus simple expression, d'où d'ailleurs étendu, qui voulait dire qu'il fallait l'élargir, mais bon, on n'a pas fait, là-dessus on n'a pas de guerre de religion entre les deux mots. Par contre, et j'en termine là-dessus, notre grande préoccupation, pour ne pas dire obsession, ce n'était pas seulement de mettre le droit en harmonie avec les pratiques actuelles et de permettre du coup de donner un signal fort tant à la société qu'aux entreprises. Notre préoccupation, c'était que tout ça serve à quelque chose. Et que donc, dans les entreprises, ça puisse provoquer un effet d'amplification, un effet accélérateur dans la fameuse prise en considération, disions-nous, des enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est là qu'on a considéré qu'à côté du Code civil, nous allions aussi proposer un changement du Code du commerce, du Code de la mutualité, du Code des assurances, en leur disant les attributions de vos organes délibératifs désormais doivent discuter au moment où ils déterminent la stratégie, puisque c'est le job d'un organe délibératif, ils doivent déterminer la stratégie en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et là, si vous voulez, de la même façon qu'on dit la RSE, c'est pas une approche morale pour les dirigeants, on intègre dans le marbre que c'est une approche stratégique pour les administrateurs y compris, qui doivent eux-mêmes donc en traduire les effets là-dedans. On a, nous, pour le moment, il y a un peu débat là-dessus, on attend les résultats de la loi Pacte, nous avons y compris considéré que cette raison d'être que nous avions inscrite dans le marbre des statuts pour les entreprises à mission, il n'y avait pas de raison qu'une entreprise lambda ne puisse pas, elle aussi, formaliser sa raison d'être.
mais nous n'imposions pas à ce moment-là que ce soit dans les statuts et qu'il y ait toutes les conditions de l'entreprise à mission. Là, pour le moment, la loi PAC ne reprend pas le principe que le conseil d'administration doit se prononcer sur la raison d'être, et même, il faut faire attention, elle le dit optionnel, et elle renvoie à l'article 1835, qui justement est l'article qui dit ce que c'est qu'une entreprise à mission. Donc, d'une certaine manière, avec l'astuce de renvoyer au 1835, ça veut dire que quand on écrit une raison d'être, ça ne peut se situer que dans le cadre d'une entreprise à mission dans l'état actuel des choses. Bon, il y a des députés qui sont en train de regarder ça de près, ça va peut-être pouvoir évoluer dans le cadre du débat parlementaire, mais en tout cas, c'est ça. Bon, on a créé ensuite des recommandations sur d'autres propositions qui sont là, qui relèvent là de la soft law. On partira peut-être, je crois, de la gouvernance dans un second temps. La soft law, c'était de dire, le comité des parties prenantes, autant il n'est pas dans le marbre comme une entreprise à mission, mais une entreprise classique qui veut se doter d'un comité de parties prenantes, non pas à l'intérieur du conseil, mais à l'initiative de l'entreprise pour être à l'écoute des parties prenantes qui seront là, pour pouvoir dialoguer avec elles, peut-être aussi pour aider les parties prenantes en question à mieux connaître, à mieux comprendre l'entreprise. Tout ça est du gagnant-gagnant un peu. En tout cas, les expériences qu'on a vues là-dessus montrent que c'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est de la soft law, c'est de la recommandation qui peut être faite. Et je veux noter une recommandation qu'on a fortement appuyée, parce qu'elle est quand même suffisamment originale pour être signalée. C'est l'initiative que porte aussi la plateforme RSE, mais aussi la CPME, qui a engagé avec ses partenaires sociaux une délibération qui invite toutes ces branches professionnelles à développer des labels RSE dans les branches professionnelles. C'est la CPME, c'est pas le MEDEF, c'est la CPME, dont on nous dit toujours que c'est eux qui sont les freins terribles à l'intérieur du MEDEF. Non, c'est la CPME qui a fait ça. Où est Michel? Je ne le vois pas. Il est là. Donc, la CPME, de ce point de vue, a là montré une certaine initiative, ouverture d'esprit. On l'a donc valorisé parce que ça monte, et on l'a vu dans nos auditions. Les PME, les ETI, alors elles avaient choisi en sachant que c'était déjà des EPI et des PME qui avaient un peu de sensibilité à ça. Mais c'est formidable ce qu'elles font déjà en la matière, et sans doute qu'elles sont moins craintives que les grandes parce qu'elles sont ancrées dans un territoire, elles sont plus près de leur écosystème direct, et que par conséquent elles ont plus de facilité à engager avec elles les discussions pour finalement mettre en œuvre leurs enjeux sociaux et environnementaux. Alors, parmi les parties prenantes, il y a une partie prenante qui a une place, un rôle particulièrement important par rapport à d'autres. D'ailleurs, vous la qualifiez, cette partie prenante, les salariés. Vous dites c'est une partie constituante. Hein. Il y a des parties intéressées, puis il y a des parties constituantes. Ceux qui apportent le capital et ceux qui apportent leur force de travail. Bon, là-dessus, vous faites une recommandation que je qualifierais de très prudente. Sur le périmètre actuel, les entreprises de plus de 1000 salariés augmenter d'une unité ou de 2 unités le nombre d'administrateurs salariés dans le Conseil. Mais en même temps, vous tracez une perspective, moi ça m'a beaucoup intéressé, vous dites dans le rapport, dans l'Union européenne, à 28, il y a 18 pays de l'Union où les représentants des salariés au Conseil pèsent au moins un tiers du Conseil. On voit bien, vous retenez votre proposition, si je puis dire, mais en disant la France est plutôt en retrait pour l'instant par rapport à ce qu'on observe ailleurs en Europe. Est-ce que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une des prochaines étapes, et un des prochains grands enjeux en termes de gouvernance d'entreprise, c'est de faire une place plus large aux représentants des salariés, qu'ils soient élus ou qu'ils représentent les actionnaires salariés d'ailleurs. Est-ce que là-dessus vous... Alors, c'est un sujet évidemment
important et sensible pour l'ancienne syndicaliste que vous êtes. Est-ce que c'est par prudence que vous limitez votre proposition comme vous le faites? Oui, j'entends, Daniel, que vous nous dites qu'on avait été prudent. Peut-être vous pourriez dire qu'on n'a pas été très audacieux. Mais effectivement, nous avons eu la préoccupation, ça c'était vraiment notre précaution avec Jean-Dominique, qu'on ne se fasse pas des recommandations qui nous apparaissaient, en gros, qui nous aient plaisir, qui retraçaient seulement ce qu'on avait envie de voir venir un jour, mais avec l'idée qu'il fallait qu'on fasse des propositions qui ne se fassent pas retoquer par la loi. Et pourtant, ce qu'on a fait est déjà un peu retoqué par la loi. Donc, on a posé d'entrée de jeu, parce qu'il faut quand même dire que cette généralisation de la présence des administrateurs salariés dans les conseils, elle est récente, puisque c'est la première année en ce moment que les entreprises sont tenues, les entreprises de plus de 1000 salariés sont tenues de les installer dans les conseils. Donc, on nous a dit, écoutez, on est dans la phase d'installation, soyez prudents. Nous, on disait, ben justement, puisqu'on est dans la phase d'installation, autant vaut installer tout de suite les choses comme elles doivent être. Mais bon, donc, on n'a pas, tout de suite, on a dit, on va pas bouger le seuil de 1000, contrairement à ce qu'on a pu entendre comme besoin en la matière. On a comblé des trous dans la maille, puisque quand il y avait des holdings, quand il y avait des montages un peu sophistiqués, on trouvait le moyen de ne pas de ne pas rendre la présence de l'administrateur salarié. Quant au SAS, y compris avec plus de 5000 ou 5000 salariés aujourd'hui, elles n'en ont pas, puisqu'elles n'ont pas forcément d'organes délibératifs d'ailleurs. On a fait la proposition, et là on a à nouveau été très prudent, puisqu'on a dit à partir de 5000, ce serait bien que les SAS se dotent d'un organe délibératif et puissent accueillir les salariés. C'est pas retenu dans la loi non plus. Donc, une fois qu'on a fait ces premiers trous dans la maille, on s'est dit quand même, il faudrait avancer sur le chemin d'une meilleure proportionnalité entre le nombre d'administrateurs entre guillemets ordinaires et le nombre d'administrateurs salariés. Et donc on a dit, bon, jusque 12, on est 2, et à partir de 13, allez, soyons audacieux, on en met 3. Et là, bon, on a eu quelques réactions intempestives que l'on attendait, que l'on imaginait, mais paradoxalement, on n'a pas eu ces réactions intempestives des patrons que l'on avait auditionnés et qui avaient déjà l'expérience d'administrateurs salariés. Ce qui montre que le sujet n'est pas expérience faite, c'est un problème. Le sujet est, on a peur, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'on se dit, il y en a un qui va arriver avec sa motion et qui va nous lire sa motion en plein conseil. On a entendu un qui dit, mais ça existe. Bah oui, ça existe, il y a des exceptions partout. L'enjeu nous est apparu de dire, le nombre, certes, il est bien sûr symbolique, il est important. Mais ce qui, je crois, doit être gagné dans notre pays, c'est le sens et le principe de l'administrateur salarié dans les conseils. Parce que si on pose comme principe que l'administrateur salarié, bien sûr, est un administrateur comme les autres, c'est-à-dire avec les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes devoirs, ça suppose effectivement que ces administrateurs se hissent eux-mêmes au niveau de la réflexion stratégique. Ça, je peux quand même vous dire que ça fait pas si longtemps, il m'est arrivé d'en voir qui étaient dans les conseils d'administration. Je peux vous dire que c'était pas les derniers à être capables de faire une analyse stratégique de l'entreprise dans laquelle, quand ils étaient dans les conseils d'administration. Donc, ou une analyse poussée des comptes de l'entreprise. Ou même des comptes y compris. Donc là-dessus, le professionnalisme, la capacité à être utile dans un conseil, je dirais, c'est pas difficile à démontrer. Et donc, on a à ce moment-là, on se disait, il faut que l'idée que l'administrateur salarié est un administrateur comme les autres, mais en même temps ne vient pas du même point que les autres, parce qu'il vient de l'intérieur de l'entreprise, il la connaît, il sait où sont ses points forts et ses points faibles, il peut apporter au conseil et aux autres administrateurs des éléments d'information et de réflexion qui lui sont tout à fait spécifiques et qui aident et enrichissent le débat du conseil quand ces administrateurs-là se sentent en capacité, bien sûr, d'être écoutés, entendus. Donc, il nous est apparu que c'était ça qu'il fallait gagner en priorité avant de gagner le nombre. Et c'est la raison pour laquelle on a recommandé que dans 2 ans, il y ait un bilan. Un bilan qui soit fait, non pas seulement du nombre et du fait que ça ait marché, mais du bilan qualitatif de l'appréciation qu'il convenait de porter de l'entrée de ces administrateurs salariés
dans les conseils. Nicole, nous sommes au fond dans un écosystème. Ce projet de loi et les recommandations du rapport visent à faire changer le lien finalement entre l'entreprise, ses actionnaires. Et puis il y a un autre acteur qui est lié à la fois à l'entreprise et aux actionnaires, c'est évidemment tout le monde de la finance. Et on ne peut pas imaginer que l'un va bouger, même si cette loi est votée dans la manière la plus extraordinaire qu'on pourrait s'y attendre, si par ailleurs le monde de la finance ne fait pas sa mue. On en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont fortement bougé également au cours des 15 dernières années. Quel est ton regard là-dessus et quel est le levier qu'il faudrait activer pour que ça aille un tout petit peu plus loin encore? Alors ce que je remarquais déjà il y a 17-18 ans que les grandes entreprises considéraient que pour vivre heureux, il fallait vivre caché et surtout se taire. Et quand je les voyais, que je parlais déjà du montage de Vigéo et que je leur disais mais vous faites un tas de choses qui mériteraient d'être connues pour modifier l'image de l'entreprise, j'entendais je me tais parce qu'il suffit que je dise que je fais quelque chose de bien pour me prendre en rafale une série de critiques et de gens qui vont venir expliquer que tout ça est du baratin ou du marketing ou je sais pas quoi, que finalement il y avait une certaine réserve qui n'est pas d'ailleurs complètement dissipée encore. Mais alors, du côté des investisseurs et des actionnaires, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est un monde qui est très discret, c'est un monde qui avance un peu à pas de velours. Il y a un peu de pratique moutonnière aussi dans ce qui fait les modes de comportement, les choix, mais effectivement, désormais, un certain nombre d'investisseurs, je dirais quand même, se distinguent au moins par la pensée qu'ils expriment de leur rôle. Et ça remonte quand même en 2006. En 2006, mais Daniel doit s'en souvenir, il y a eu la création des principes de l'investissement responsable à l'ONU, portés d'ailleurs par quelques acteurs français également. Ouais. Et ce qu'ils mettaient en évidence sur ces principes en question, les principes de l'investissement responsable, c'était de dire, écoutez, aujourd'hui, on est convaincu qu'un jour ou l'autre, ils ne savaient pas donner l'horizon de temps, mais ces questions d'environnement social, sociétal, vont avoir un impact sur la sécurité de notre placement, voire sur la rentabilité de notre placement. C'était, à l'époque, y compris assez précurseur, parce qu'à l'époque, quand même, le nombre d'encours qui étaient concernés par ce genre de pratiques était encore très très faible. Donc ça a été, je dirais, un signal. Ensuite, il y a eu le Conseil, les PRI, il y a eu des institutions comme ça qui ont commencé à porter l'idée qu'il convenait d'avoir des pratiques particulières d'investisseurs. Et puis après, comme toujours, on a des écoles. Il y a ceux qui vous disent « je suis investisseur responsable parce que je n'interviens pas dans l'alcool, dans le tabac, dans le nucléaire, etc. » C'est beaucoup la pratique historique américaine. Il y a ceux qui disent « ben non, moi, j'investis, je suis intéressé pour investir dans des entreprises qui sont les meilleures de la classe, je dirais, c'est le best in class, ça a plutôt été l'initiative française que de porter les choses comme ça. » Il y a le dialogue actionnarial qui est historique dans un certain nombre de pays, beaucoup plus récent en France, c'est-à-dire des investisseurs qui disent désormais « oui, je fais des roadshows ». On n'entend pas souvent parler dans les roadshows des sujets RSE. Il y en a qui disent ça commence à venir. Et il y en a qui disent je fais du dialogue spécifique avec les émetteurs, ou en tout cas avec là où j'ai des participations, pour leur dire attention, moi je suis intéressé dans votre secteur, vous entreprise, à ce que vous ne soyez pas faiblard sur tel ou tel sujet, parce que c'est une question pour moi dans la manière dont je vais concevoir mes choix d'investissement. On a aujourd'hui une autre catégorie qui est l'impact investing, c'est-à-dire que je veux comprendre, je veux mesurer l'impact de mes investissements, surtout par exemple si je suis dans de l'entreprise à mission ou dans des entreprises qui ont un impact direct sur telle ou telle thématique. Donc chez les investisseurs, ça bouge aussi. Si je vous dis au niveau mondial, les volumes d'encours qui sont déclarés, j'insiste, et qui atteignent 30 trilliards de dollars, disant que, d'une manière ou d'une autre, ils intègrent des facteurs ESG. Alors, là-dedans, il y a de tout.
Il y a du costaud, puis il y a un peu de superficiel, voilà. Si vous entendez la dernière déclaration du patron de Black Box qui dit « S'il vous plaît, les entreprises, désormais, pensez long terme, n'ayez pas le nez sur le guidon. » Bon, ça reste entre nous. Les quelques patrons à qui on disait ça disaient « Oui, mais je suis déjà allé dans l'étage de BlackRock, ça c'est ce qu'il dit en haut, mais quand on descend dans les étages, c'est pas encore tout à fait entendu. » Mais on sait que c'est toujours comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord une parole qui porte, puis ensuite on va s'engager. Bon, donc quand même, il y a effectivement le mouvement. Et puis ce que je dis là, c'est ce que vient de faire l'Europe, le Haut Comité pour la finance verte et durable, qui là quand même montre une impulsion politique. Alors bien sûr que la COP21, ce qui a suivi derrière, que Macron a créé tous les ans pour voir où on en est, etc., incite les gens aussi à se dire je peux pas être dehors. C'est comme la loi sur la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est plus difficile de ne pas faire que de faire, en tout cas d'argumenter que je ne fais rien. Et voilà, donc moi je pense que là, le label ISR, on pourrait citer aussi comme initiative française. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je dirais que je connais beaucoup d'entreprises qui disent oui, je les entends, ces gens-là, puis d'autres qui me disent bah je les entends jamais. Ça veut dire qu'il y a encore de l'hétérogénéité, ça veut dire que tout ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais il me semble que le mouvement est parti. Si nous demandons à la présidente de Vigéo quels sont les grands enjeux de demain en matière de RSE. Alors, je vais citer quelques thématiques émergentes. Les droits de l'homme, la biodiversité, qui pour l'instant n'occupe pas une place considérable dans tous les univers, y compris l'univers d'entreprise. Le partage de la valeur, les problèmes de fiscalité internationale. Alors je sais que vous travaillez déjà sur beaucoup de ces sujets, comment vous les hiérarchisez les uns par rapport aux autres? Vous avez tout dit, Daniel. Hein. La hiérarchisation. Alors, les indicateurs qu'on a là-dessus, c'est qu'on regarde et on suit les controverses qui se passent, et on suit aussi les contentieux, y compris juridiques. Et là, il y a les contentieux juridiques dont vous avez tous eu connaissance pour les banques, quand il y avait les problèmes du bord, etc., etc. Mais enfin, on a des contentieux, on est aujourd'hui capable de voir des contentieux juridiques sur les droits de l'homme. C'est plutôt du côté des États-Unis, mais en tout cas, ça commence à se voir. On a bien sûr des contentieux juridiques et financiers sur les questions de dégâts environnementaux. On a maintenant une sensibilité qui monte, qui est la chaîne d'approvisionnement. Le Rana Plaza, de ce point de vue-là, a eu un effet choc, et le devoir de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance, vient quand même de là. L'ONU est en train de lancer deux grandes nouvelles recommandations. Une sur faites des due diligence sur les droits de l'homme, plus exactement sur la prévention de la violation des droits de l'homme, et sur la vigilance à l'égard des chaînes d'approvisionnement dans lesquelles on met aussi les filiales. Sous-entendu, faut pas effectivement les oublier. Alors, la question de l'optimisation fiscale, l'indicateur qu'on a, nous, c'est qu'on pose la question. On ne pose pas la question de l'optimisation fiscale, on dit où payez-vous des impôts. Voilà. L'indicateur, c'est où c'est renseigné, où c'est pas renseigné. Et aujourd'hui, c'est renseigné dans encore très peu de cas. Mais il y a quand même un mouvement d'entreprises qui commence à dire c'est un sujet sur lequel il vaut mieux qu'on anticipe, mais quand on annonce ces choses-là, il vaut mieux avoir fait ce qu'il fallait avant plutôt que effectivement de communiquer. On a quelques investisseurs qui nous demandent de leur donner effectivement le rapport, la proportion de distribution de la valeur ajoutée entre les dirigeants et les autres collaborateurs. Alors ça, c'est y compris un peu un défi pour nous, parce que c'est
faut faire du transfert de monnaie, il y a des choses qui sont assez compliquées, mais on essaye, au moins, disent-ils, de dire l'encadrement, enfin, les différentes catégories de salariés, d'employés, comment sont-elles servies, voilà. Là, on a, là encore, quelques entreprises qui commencent à pouvoir fournir des informations là-dessus. Mais là, on sent qu'on est vraiment sur des sujets très, très sensibles et que le jour où effectivement on progressera là-dessus, on aura quand même changé beaucoup de choses sur la répartition des bénéfices, sur la répartition de la valeur ajoutée, incontestablement. Et là, on sera quand même au cœur de l'idée de ce qu'on a mis dans le rapport, à savoir les bénéfices aux actionnaires et investisseurs, oui, mais pas seulement aux actionnaires et aux investisseurs. On sait bien que là, il y a là un enjeu de rééquilibrage. Enfin, on a même cité dans le rapport, parce qu'il fallait aussi oser parler un peu de ces choses-là, et c'est pas ce qui vient de se passer en Italie qui va nous arrêter d'amener ces questions-là. Mais le nombre aujourd'hui de citoyens, même en France, on n'est pas passé loin, le nombre de citoyens en France qui ne se reconnaissent pas dans l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans le sentiment d'être hors de tout ce qui peut leur apporter du bien-être ou leur apporter un peu plus de pouvoir d'achat. On peut toujours raconter tout ce qu'on veut en termes de discours. Il n'empêche que ces gens qui se considèrent à la marge de la société, eh ben oui, l'entreprise aujourd'hui, compte tenu de son poids, la finance aujourd'hui, compte tenu de son poids, ne me semble pas devoir être à l'écart de ces grands sujets politiques et géopolitiques sans lesquels elle aura peut-être aussi des boomerangs un jour. Alors, on va remercier du fond du cœur Nicole Notas, c'était très riche, très intéressant, comme on l'espérait, comme on l'attendait. Et je vais demander à Hélène de faire la conclusion. J'ai été directive pendant 10 ans, maintenant, Hélène, c'est à vous. Ah bah écoute... Et la déléguée générale a des annonces à faire. Non. Ouais. Bah, expliquez-nous pour le cocktail quand même. Attends, juste avant, on va libérer Nicole qui aurait adoré rester avec nous pour cette conclusion, mais qui ne le peut pas parce qu'elle a un train à prendre et elle doit vite sauter dans le métro pour aller l'attraper. Donc, merci infiniment, voilà, Nicole. Je suis désolée, j'aurais aimé rester avec vous. Mais...